artiste de la satire. Il dénonce les incohérences et l'ironie à la fois. Richard Martineau. Justement, ce propriétaire d'une belle maison à Saint-Lambert qui est en vente, Francis Gosselin, économiste. Est-ce que tu as trouvé acheteur, Francis? Tu vas rire, Richard, il y a une visite dans ma maison actuellement, donc je suis comme isolé dans mon bureau, la porte fermée, et j'essaie de pas faire trop de bruit à faire ma chronique avec vous, donc voilà, peut-être que ce sera réglé demain. Écoute, j'avais tantôt Martine Ouellette, là, que tu connais, le chef de Climat Québec, là, puis bon, elle est contre les éoliennes. Elle dit les parcs d'éoliennes, c'est bruyant, la basse fréquence, c'est mauvais pour le bétail, etc. Bon, elle est contre ça, elle est contre le fait d'arnacher des rivières. Les écolos sont contre le gaz naturel aussi, puis le pétrole. On va faire quoi, là? On va tout pédaler tout le monde? On fait quoi pour l'énergie, là? On va faire tout ça, Richard, là, puis n'en déplaise à Martine Ouellette, là, qui a toujours besoin d'une cause pour sentir qu'elle existe, là. Franchement, l'éolien, ça fait partie de l'avenir de l'humanité. Ça fait des millénaires qu'on utilise l'éolien. Je veux dire, les moulins avant, le Don Quichotte, là, je veux dire, on n'a rien inventé. Évidemment, la technologie est beaucoup plus sophistiquée qu'elle ne l'était, mais c'est certain que c'est sur la carte là, future et prochaine de l'humanité en termes de sources de génération. Il y a plein de mythes. Mettons, tu as une ferme là, à la campagne, là, puis avec un gros terrain, mais ton voisin, lui, décide de louer une partie de son terrain des éoliennes parce que ça lui rapporte de l'argent. Puis toi, ça te tente pas. Ça crée des chicanes dans certaines régions. Bien sûr, Richard, mais on est aux prises avec ça à tous les niveaux, dans toutes les régions, dans toutes les différentes formes de densité, ce syndrome qu'on appelle en bon français « not in my backyard », le NIMBY, là, comme disent les Américains. Et chacun veut, évidemment, plus de densité, du transport en commun, de l'énergie propre, mais pas dans sa cour. Fait que c'est toujours idéalement loin de chez soi. Tôt ou tard, là, il va falloir qu'on pile un petit peu par-dessus notre orgueil puis qu'on accepte que ça fait partie du panorama énergétique et du patrimoine là, québécois que d'avoir des éoliennes un peu partout aux quatre coins de la province. Les Néerlandais, les Allemands, les Chinois d'ailleurs là, sont vraiment en train de damer le pion au reste de la planète en implantant ça un peu partout. Je respecte là, le droit à certains de dire non, mais tôt ou tard, là, c'est pour le bien commun, là, je pense qu'il va falloir aller de l'avant. Puis de même avec le solaire, d'ailleurs, là, qui a aussi ses détracteurs, là, mais tu sais, tout ça, c'est un peu des petits... comment dire, des petits des rejets spontanés là, qui, à mon avis, vont pas faire très long feu. Écoute, Francis, sur le cas de Martine Ouellette, elle dit que la crise énergétique est créée de toutes pièces par la CAQ, qu'on a de l'énergie, on a assez d'électricité. Si on arrêtait de la vendre à bas prix aux États-Unis et aux grandes multinationales qui s'installent ici, il n'y aurait pas de problème, on n'aurait pas besoin de nouveaux barrages, puis de nouveaux parcs éoliens, etc. T'en penses quoi par curiosité, là? Je pense qu'elle devrait retourner faire un petit cours d'économie de cégep, là, Martine Ouellette. Là, à un moment donné, on utilise l'électricité à faible prix pour attirer chez nous des entreprises qui créent de l'emploi, créent de la valeur, font de l'innovation, de la recherche et développement. Est-ce qu'on l'a vendu un peu trop peu cher? Peut-être, historiquement. Mais de là à dire qu'on a une surabondance énergétique au Québec, il y a une crise énergétique planétaire, Richard. Là. Le Québec est un très petit joueur dans cet écosystème-là. On a la chance d'avoir une énergie qui est renouvelable. Je pense qu'on doit l'exploiter davantage, l'exploiter mieux. Ça veut pas dire de l'acheter par les fenêtres, ça veut pas dire de la donner, mais ultimement de penser qu'on va facturer les grandes multinationales ou les grandes entreprises québécoises au même prix que le tarif résidentiel. C'est une vue de l'esprit. Ça témoigne d'une très mauvaise compréhension de cet outil, ce levier d'attractivité économique dont on dispose. Donc, encore une fois, comme je te dis, pas particulièrement fan de Mme Ouellette, mais surtout, ces idées-là sont un peu passées. Là. Je pense qu'on ferait sans là, cette lecture un peu partielle de la réalité québécoise actuellement. Écoute, tu as écrit sur les hausses de loyer, là, et ça t'a attiré les foudres d'un organisme. Parle-nous de ça.
Ben, tu le sais, Richard, ça a fait beaucoup les manchettes, là. Il y a eu une annonce plutôt, je crois, la semaine dernière, là, du tribunal administratif du logement, bon, qui est l'organisme qui tente, là, manifestement, de faire la paix sociale entre les locataires et les propriétaires et qui faillit systématiquement, année après année, à accomplir sa mission. Cette année, on a appris, il y a quelques jours, que la hausse recommandé là, par le tribunal administratif du logement était de 5,9%, ce qui est un taux assez élevé. Et encore une fois, c'est un taux comme un peu de base. Là. Tu sais, si tu as fait des rénovations, si tu as des augmentations de taxes, si tu as plein d'autres coûts, j'ai vu des gens qui ont reçu des lettres d'augmentation de 10-11%. Évidemment, la plupart des baux au Québec là, sont renouvelés au 1er juillet. Hein, c'est la grande majorité des Québécois là, qui sont sur ce cycle-là du 1er juillet au 30 juin. Ce qui veut dire que tu as comme 4 mois de préavis pour avoir une augmentation de 10%, ce qui est comme majeur et qui permet vraiment pas d'anticiper ton prochain move, là, si je peux dire ça comme ça. J'ai donc écrit un texte pour dire que le formulaire était incompréhensible, puis c'est l'unanimité là, sur les médias sociaux. Les gens ne comprennent pas comment le formulaire... Même les propriétaires disent pourquoi je mets 30 000 là, puis pas là, puis ça change aucunement. Les gens ne comprennent pas l'outil. Et puis évidemment, ça donne un résultat, comme on sait, qui est pour moi anormal, une très forte hausse, alors que pendant qu'on vivait des périodes de forte inflation de 6 et 8%, le tribunal administratif du logement nous proposait des hausses de 0,8 puis de 1,2, ce qui témoigne d'une grande déconnexion là, de cet organe. Et ce qui est étonnant aussi, évidemment, Richard, c'est qu'au Québec, on a créé cette patente à gosse, comme je l'appelle allègrement, qui est le tribunal administratif, qui est une entité entre la ministre Duranceau et le public, ce qui permet à la ministre Duranceau, chaque fois qu'ils font n'importe quoi, ce qu'ils font assez régulièrement, de s'en laver les mains, à dire « Ah, c'est le tribunal ». Puis le tribunal, quand on écrit des articles contre eux, ils disent « Ah, ben c'est pas nous, c'est la ministre qui fait le règlement ». Donc, tout le monde se lance la patate chaude. Ça donne une situation du logement au Québec qui est un désastre, là, on va se le dire, et des locataires qui sont évidemment furieux actuellement, des propriétaires qui cette année jubilent, mais qui depuis 3-4 ans se trouvent bien laissés pour compte. Donc, tout le monde est mécontent de ce système-là. Et donc, j'ai écrit cet article-là. Je pense qu'il est aussi factuel que je suis capable de le faire. Et j'ai reçu donc une genre de mise en demeure, là, tentative de censure de la part du tribunal administratif du logement qui dit « Nous ne faisons que suivre le règlement » et évidemment qui joue à ce jeu de la patate chaude. Je leur ai donc fait une petite réponse, là, bon, assez factuelle à mon goût. Mais grosso modo, c'est quand même étonnant, Richard, qui passe autant d'énergie à s'attaquer à des chroniqueurs et à des journalistes devraient peut-être utiliser ce temps et cette énergie-là à communiquer leur bordel un petit peu mieux auprès de la population. On n'a pas le droit de les critiquer? On n'a pas le droit de les critiquer, puis si on le fait, c'est parce qu'on comprend pas. On me dit que je fais preuve d'une malhonnêteté intellectuelle, mais ce qui est drôle, c'est que depuis une semaine, le PLQ, Québec solidaire, le PQ, tout le monde dit que le TAL fait n'importe quoi, mais c'est moi qui n'ai pas compris. Vois-tu, Richard? Fait qu'à un moment donné, je pense qu'il y a des gens qui ont des devoirs à faire, à commencer par la ministre, de revoir le fonctionnement de cet organisme-là qui clairement déplaît à tous les acteurs qu'il est supposé servir. Donc, c'est un peu étonnant comme revirement de situation. Et en terminant, la FTQ Construction qui passe une ballonne puis qui est sur le party avec l'argent de ses membres, qu'est-ce que tu en penses? Ben, tu sais, j'étais en train de préparer un texte là-dessus, fait que je voulais pas me scooper moi-même, mais tu sais, il y a quand même, bon, on l'a vu ce matin là dans le journal, première page là, les grands patrons de la FTQ qui, avec l'argent justement des membres, achètent du scotch à 55$, puis des bouteilles de vin et tout ça. Tu sais, je vais nuancer les choses. Moi, que des gens fassent des retraites stratégiques là, où tu sais prennent un petit moment pour se récompenser, c'est une chose. Que ça tombe dans l'excès puis dans la surdépense comme celle-là, c'est un peu particulier. Et puis, encore une fois, tu sais, il y avait eu, par exemple, le dossier du port de Montréal où je pense que ce sont des gens qui sont dans la représentation, mais là, que les gens de la FTQ, entre eux, se graissent la bédaine puis se payent des flatteries entre eux. Je trouve ça un petit peu singulier. Fait que ce que je réfléchis dans le cadre de mon texte, c'est que, tu sais, les entreprises qui sont cotées en bourse, puis de plus en plus, les sociétés d'État, ils ont des obligations de divulgation. Ils doivent produire, soit trimestriellement, soit annuellement, un rapport, le faire vérifier par un comptable indépendant. Tac, 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 où est allé l'argent? Et les syndicats et le patronat, soit dit en passant, les associations patronat, sont un peu exempts de cette divulgation-là, de faire ces rapports-là. Pourtant, ils ont des centaines de milliers de membres, c'est quasiment des contribuables. On prend des ponctions à même leur salaire, sont
plutôt obligés d'être membres. Donc, je trouve qu'il y aurait peut-être quelque chose du point de vue législatif à faire. Ça a déjà été tenté dans le passé. Évidemment, c'est très impopulaire parce que ces organismes-là, comme je dis, syndicales et patronales, ont tendance à vouloir se réserver des petits dollars pour se faire des petits plaisirs. Ce qui est plus drôle, c'est comme me disait Emmanuel Latraverse un peu plus tôt, elle a dit les syndicats, les syndicalistes, c'est les premiers à demander, à exiger de la transparence de la part du gouvernement. Puis eux autres, il n'y en a aucune transparence. Exactement, puis je finis là-dessus, mais tu te rappelleras que Magali Picard, quand les salariés du Front commun étaient en train de crever de faim, il n'y avait plus de salaire depuis 6 semaines, elle s'est payée un billet en classe affaires pour aller à Abu Dhabi participer à une espèce de powwow environnemental qui a d'ailleurs s'est soldé par un échec comme tous les autres. Et donc, tu sais, pour dire, il y a comme une forme de déconnexion là, entre certains de ces leaders-là et les gens qui prétendent servir. Puis rappelons que d'ailleurs, la FTQ Construction, là, c'est la même qui a 15 ans avait carrément envoyé un de ses directeurs en prison là, pour avoir justement fait des manigances. Ils ont dit depuis qu'ils avaient appris, qu'ils avaient mis en place des mécanismes de suivi, de contrôle des dépenses. Manifestement, ce qu'on apprend ce matin dans le journal, c'est que c'est toujours pas le cas, malheureusement. D'ailleurs, je conseille aux gens là, d'aller sur le site de Cube, là, puis dans notre bibliothèque, là, vous pouvez entendre l'entrevue que Benoît Dutrisac, mon collègue, a fait avec Ken Pereira, justement, là, qui avait participé à envoyer Jocelyn Dupuis en prison, là, qui avait un peu levé le voile sur toutes ces dépenses-là. Donc, écoute, l'histoire se répète, puis ils n'ont strictement rien appris. Bonne chance avec ta visite. Tu nous donneras des nouvelles demain. Puis je suis sûr qu'ils vont adorer la chambre de ton enfant où tu es présentement. Et la mienne, oui. Francis, salut.